Bonjour, Pascal Favier, je me présente, je suis avocate au barreau de Metz et donc j'interviens pour vous présenter ce webinaire dans le cadre du salon Go, qui est donc un salon de la création de la reprise d'entreprise. J'interviens donc à la demande de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle. Et l'objet de ce webinaire, dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, est de savoir et de choisir la forme juridique adoptée. Choisir une forme juridique dans le cadre de son projet de création d'entreprise a des conséquences, c'est un choix important parce que ce choix aura des conséquences importantes sur l'avenir de l'activité, sur tout un tas de plans financiers, sociaux, fiscaux. On va voir ensemble ce qu'est une forme juridique, comment choisir une forme juridique, et quelles sont les principales caractéristiques de ces différentes formes juridiques. L'objet, bien évidemment, est d'essayer de vous permettre d'y voir plus clair. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forme juridique ? Alors, la forme juridique, c'est tout simplement le cadre légal que l'on va choisir pour exercer son activité, et ce qui va entraîner des règles de fonctionnement qui vont varier d'une forme juridique à l'autre. Ce qui est important de savoir, c'est que le statut n'est pas immuable. C'est-à-dire que le choix que l'on fait au départ, lors de la création de son entreprise, ne nous engage pas à vie et qu'il est possible de le faire évoluer. Ainsi, si certains entrepreneurs vont choisir l'entreprise individuelle pour limiter les coûts, faciliter le fonctionnement au début de leur projet entrepreneurial, parfois, une fois que l'entreprise va prendre du volume, de l'activité, se développer, on va passer sur une forme sociale, ou bien parfois c'est la situation personnelle qui fait que sur un choix qui avait été effectué au départ n'est plus forcément adapté parce que, par exemple, on s'est marié ou parce qu'on a des enfants. Donc, tous ces éléments-là vont être pris en compte, mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le choix n'est pas définitif et qu'on peut, en cours de route, l'adapter. Alors, en fait, aujourd'hui, le webinaire va vous présenter les deux familles principales de formes juridiques que l'on peut utiliser lors de la création d'une entreprise, à savoir les entreprises individuelles et les sociétés. Avant de voir ces deux familles principales, quand choisit-on le choix, quand fait-on le choix de son statut juridique? Souvent, chronologiquement, le statut juridique est le dernier élément de réflexion. C'est souvent l'un des derniers éléments auxquels on réfléchit, car il est la conséquence d'un certain nombre de questionnements préalables. Tout d'abord, comment est le marché? A-t-on fait une étude de marché? A-t-on établi une stratégie commerciale? Une fois qu'on a fait cette étude de marché et qu'on a réfléchi à sa stratégie commerciale, le deuxième questionnement est est-ce que mon projet est viable? Est-ce qu'il est rentable? Est-ce que le seuil de rentabilité est soutenable? Et donc, tout projet suppose au préalable de réaliser et une étude commerciale et une étude financière. Une fois que ces études sont faites, on va commencer à réfléchir et à se questionner sur le choix de la forme juridique. Alors, les questions à se poser, elles sont nombreuses. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de formule idéale, c'est-à-dire il n'y a pas un statut meilleur qu'un autre. Chaque forme juridique a des avantages et des inconvénients. Ce qu'il faut, c'est trouver le statut qui est le plus adapté à sa situation. Et pour ça, il y a toute une multitude de questions que l'on peut se poser. Est-ce que j'entreprends seul ou à plusieurs? Si je suis seul, j'ai le choix. Je peux être en entreprise individuelle ou en société. Si ce projet entrepreneurial regroupe plusieurs personnes, là, on n'aura pas le choix. Il va falloir faire une société. Autre question, quelle est la nature de l'activité? Est-ce que mon projet nécessite des investissements importants? Quel fonctionnement est-ce que je souhaite pour mon entreprise? Est-ce que j'accepte un certain nombre de contraintes ou bien est-ce qu'au contraire, je veux une liberté totale d'action et de décision? Quel est le développement? Quel développement j'envisage pour mon entreprise? Des questions aussi un peu plus personnelles. Est-ce que j'envisage d'associer mon
conjoint ou mon partenaire de PACS à mon projet d'entreprise, puisqu'il existe un certain nombre de statuts qui existent, conjoint collaborateur ou salarié, voire associé directement au projet. Quels sont mes paramètres personnels me concernant, et je fais un petit focus sur justement ces paramètres personnels, parce que ces paramètres sont des éléments vraiment importants à prendre en considération lorsque l'on fait son choix. Il faut tenir compte de sa situation patrimoniale, notamment si on a déjà un certain patrimoine qui existe. Il faut prendre les décisions et faire les choix qui s'imposent pour que ce patrimoine soit mis à l'abri. Et c'est la question de la responsabilité que l'on verra un petit peu plus tard. Donc, la situation patrimoniale est un élément de réflexion. La situation matrimoniale aussi. Lorsque l'on a un projet entrepreneurial, toujours dans l'idée de mettre à l'abri un certain nombre de biens et les biens que l'on peut avoir par exemple avec le conjoint, eh bien, il est souvent conseillé de faire un choix de régime matrimonial cohérent avec ce projet de création d'entreprise, en s'orientant notamment vers un contrat de mariage de séparation de biens. Je précise que le contrat de mariage peut être modifié en cours de contrat, en cours de mariage. On n'est pas obligé de le décider dès le moment du mariage. On peut déjà être marié depuis plusieurs années et décider de changer son régime matrimonial. Il faut avoir la même réflexion lorsqu'on est pacsé et non marié. Depuis 2007, le régime de droit commun du PACS est un régime séparatiste, donc qui ressemble au régime de séparation de biens pour les couples mariés, sachant qu'il est toujours possible de choisir un autre régime qui sera à ce moment-là un régime qui ressemblerait au régime communautaire des couples mariés. Mais donc, si on a ce projet entrepreneurial, le régime séparatiste du PACS est effectivement quelque chose de plus adapté pour mettre un certain nombre de biens à l'abri. Il y a également sa situation fiscale personnelle qui va rentrer en ligne de compte, notamment le niveau d'imposition. Si je globalise tous les revenus du foyer fiscal, est-ce que je suis dans les taux élevés ou pas dans les taux élevés? Et enfin, sa situation personnelle qui peut aussi avoir une incidence, par exemple la santé. Si j'ai des problèmes de santé, peut-être que mon choix va s'orienter plus facilement vers les statuts d'entrepreneurs qui permettent de relever du régime de la sécurité sociale des salariés, puisque c'est un régime qui est considéré souvent comme coûtant plus cher, mais comme étant plus protecteur. Alors, comme je vous l'ai indiqué, les deux familles de formes juridiques adaptées, c'est soit l'entreprise individuelle, soit la société. Alors, en créant une entreprise individuelle, vous, l'entreprise que vous allez créer, c'est une seule et même personne. C'est-à-dire que vous serez le seul maître à bord, c'est vous seul qui prendrez les décisions, vous aurez une grande liberté d'action. Vous n'aurez de compte à rendre à personne, pas d'autorisation à demander à des associés, à réunir des assemblées générales, etc. Et là, c'est un point qui est très important, votre responsabilité sera limitée à votre patrimoine professionnel. Depuis 2022, il y a en effet une séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je précise que la micro-entreprise, on entend parfois le terme de micro-entreprise. Micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle réservée aux petites entreprises avec un chiffre d'affaires en deçà d'un certain montant de plafond et qui consiste ce régime permet des conditions, un assouplissement des conditions notamment de comptabilité, etc. et des cotisations fiscales et sociales qui sont représentées par un pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, c'est un mécanisme assez souple, mais il ne faut pas dépasser certains plafonds de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la première grande famille qui est l'entreprise individuelle.
Deuxième grande famille, c'est une société. Alors, le but de ce webinaire n'est pas de vous exposer toutes les sociétés qui existent ou de faire un choix entre les différentes sociétés qui existent. L'année dernière, il y avait eu un webinaire consacré sur le choix entre la SARL et la SAS. Donc là, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'est plutôt l'opposition société-entreprise individuelle. Donc, quand on crée une société, quelle qu'elle soit, la différence essentielle avec l'entreprise individuelle, c'est que vous créez une nouvelle personne indépendante de vous-même. C'est-à-dire, il y a vous et il y a la société. Et cette société est une personne juridique différente, totalement de vous, et même, et c'est des fois un petit peu abstrait, si on est associé unique d'une société. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est associé unique de sa société qu'on est la société. Non. Même en étant associé unique, il y a la société et il y a le chef d'entreprise. Là encore, j'y reviendrai. Toutes les sociétés, même celles qui ne s'appellent pas SARL, que l'on va voir aujourd'hui, sont des sociétés pour laquelle la responsabilité des associés et des dirigeants est limitée. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc là, vous avez un petit schéma avec les deux familles. Donc, entreprise individuelle, EI, c'est-à-dire entreprise individuelle classique, et la micro-entreprise. Et ensuite, l'autre grande famille, donc société, avec les deux formes de société qui sont les plus utilisées au jour d'aujourd'hui, la SARL et la SAS. Et leur version unipersonnelle, c'est-à-dire l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui est donc un cas particulier de SARL, et la SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, qui est donc un cas particulier de SAS. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'entreprise individuelle? Alors, première précision, l'entreprise individuelle s'applique à tout type d'activité, que l'activité soit commerciale, artisanale et même libérale. Il y a simplement certains cas particuliers qui sont très expressément refusés à l'entreprise individuelle et pour lesquels la forme on est obligé, le chef d'entreprise est obligé de constituer une société, c'est le domaine bancaire et le domaine des assurances. Donc, en dehors de ces exceptions, l'entreprise individuelle s'applique à tout type d'activité. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on est le seul maître à bord, on a une très grande liberté d'action, il y a une seule et même personne, c'est-à-dire et moi à titre personnel et moi avec ma casquette de chef d'entreprise. Il n'y a pas de montant d'apport minimal puisqu'on n'a pas de capital social à constituer. Le nom juridique de l'entreprise universelle est le nom patronymique du chef d'entreprise, mais il est possible d'y ajouter un nom commercial, une enseigne. Et depuis 2022, comme je vous l'ai indiqué un petit peu plus tôt, il y a une séparation claire, précise, nette du patrimoine individuel, du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel. Alors, il y a eu une évolution sur cette responsabilité du chef de l'entreprise individuelle. Pendant longtemps, ce qui faisait... ce qui conduisait les chefs d'entreprise à surtout ne pas se mettre en entreprise individuelle, c'était le fait que si l'entreprise allait mal, eh bien, le chef d'entreprise était responsable sur son patrimoine personnel des dettes de l'entreprise. Et donc, c'était un frein pour la constitution d'entreprises individuelles, même pour les petits projets d'entreprise, là où parfois la création d'une société n'est pas forcément adaptée parce que qui dit création d'une société dit un formalisme plus lourd à respecter. Et donc le législateur est venu instituer et poser un certain nombre de règles pour inciter et faciliter et rassurer les chefs d'entreprise qui souhaitaient utiliser la forme de l'entreprise individuelle. Tout d'abord, il y a eu la possibilité pour le chef d'entreprise de déclarer insaisissable sa résidence principale. Donc, le chef d'entreprise était rassuré, au moins la maison qui abritait la famille était à l'abri. Cette déclaration se faisait chez un notaire, il y avait une formalité qui était faite, ça apparaissait sur le cabis, voilà. Puis on l'a étendue
pas seulement à la résidence principale, mais à tout bien foncier, donc à tout immeuble bâti ou non bâti, du moment qu'il n'était pas affecté à l'entreprise individuelle. En 2015, le législateur a encore renforcé cette protection en faveur de l'entrepreneur individuel en disant que l'insaisissabilité de la résidence principale était désormais de plein droit, automatique. Il n'y avait même plus de déclaration à faire auprès de son notaire. Et enfin, 2022, c'est donc le régime actuel qui s'applique au jour d'aujourd'hui, avec une séparation automatique, c'est-à-dire sans formalité, entre ce qui est le patrimoine personnel du chef d'entreprise individuel et son patrimoine professionnel, c'est-à-dire affecté à l'activité professionnelle. Donc, aujourd'hui, les chefs d'entreprise individuels sont rassurés. Leur patrimoine privé, personnel, ne servira pas, sauf exception dont on parlera un petit peu plus tard, pour payer les dettes de l'entreprise. Donc, responsabilité limitée en quelque sorte pour le chef d'entreprise individuel. D'un point de vue fiscal, la règle et le régime fiscal de droit commun est que les bénéfices de l'entreprise sont soumis à l'impôt sur le revenu, avec une possibilité quand même d'option à l'impôt sur les sociétés. D'un point de vue social, le chef d'entreprise est soumis au même régime que les commerçants ou les artisans, c'est-à-dire au niveau du régime de la sécurité sociale, il y a deux régimes différents. Il y a le régime des salariés et le régime des travailleurs non salariés. On parle parfois de TNS. Et donc, quand on est chef d'entreprise individuelle, on est soumis au régime des TNS et on paye à peu près 45% de cotisation sociale sur le bénéfice imposable. Mais il y a la possibilité d'opter pour le régime de la micro-entreprise. Donc, la micro-entreprise est un cas particulier d'entreprise individuelle. Si on ne dépasse pas un certain montant de chiffre d'affaires, qui est alors pour les revenus 2023, parce que ça évolue tous les ans, c'était un chiffre d'affaires de 188 700 € pour les entreprises de vente et de 77 700 € pour les entreprises prestataires de services. Donc, si on ne dépassait pas ces plafonds, eh bien, on pouvait bénéficier du régime micro-entreprise, ce qui veut dire des obligations comptables très limitées et des cotisations fiscales et sociales qui sont calculées sur un pourcentage de chiffre d'affaires et qui sont souvent un régime fiscal et social assez intéressant. Mais donc, pour avoir ce régime de la micro-entreprise, il ne faut pas dépasser les plafonds que je vous ai indiqués. Si on n'est pas dans ce régime de micro-entreprise, eh bien, une entreprise individuelle est soumise à un certain nombre d'obligations comptables, mais qui sont quand même assez restreintes, et plus restreintes que les obligations comptables qui pèsent sur certaines sociétés. Les seuls documents comptables à tenir sont les suivants: le livre-journal, le grand livre et le livre d'inventaire. Donc, à côté de l'entreprise individuelle, première famille de forme juridique, eh bien, il y a les sociétés. Alors, la société, c'est quoi? Alors, la première grande différence avec l'entreprise individuelle, c'est que si je crée une société, je crée une nouvelle entité juridique. Je crée une nouvelle personne juridique. En droit, il y a deux types de personnes juridiques. Il y a les personnes physiques, vous, moi, et il y a les personnes morales, une société, une association. Voilà. Et donc, si je crée une société, je crée une nouvelle personne qui est distincte de moi. Ça veut dire qu'elle aura un patrimoine propre. Et le dirigeant, quand il n'agit pas en son nom, il agit au nom et pour le compte de la société. Alors, pendant longtemps, quand on crée une société, il fallait apporter de l'argent en capital, ou de l'argent ou des biens, enfin constituer un capital avec un montant minimum. Pendant longtemps, une SARL supposait un capital minimum de 7 500 €. Aujourd'hui, il n'y a plus de capital minimum, que ce soit dans les SARL ou dans les SAS, ce qui veut donc dire que l'on peut faire une société avec un capital de 1 €. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas forcément conseillé, et moi, pour ma part, je le déconseille même vivement.
Pourquoi? Parce que 1 euro, ça veut dire que on n'a aucune marge devant soi, on n'a pas de trésorerie pour faire face aux besoins. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté, c'est aussi un problème de crédibilité à l'égard des tiers. Un tiers, que ce soit un fournisseur ou un client, lorsqu'il va traiter avec une société, on a quand même souvent le réflexe d'aller regarder le montant de son capital social. Si c'est un capital correct, on va se dire, bon, c'est sans doute une société sérieuse. Si c'est une société avec un capital de 1 euro, ça peut un petit peu amener à des interrogations. Et enfin, il y a un dernier inconvénient qui est spécifique au droit des sociétés. En droit des sociétés français, lorsque une société perd la moitié de son capital, elle a l'obligation de faire un certain nombre de formalités. Une annonce dans un journal d'annonce légale et une mention sur son cabis. Ce qui veut donc dire qu'une société, on sait bien que la première année est souvent une année qui est déficitaire. La société n'a pas encore beaucoup d'activités, n'est pas encore beaucoup connue. Elle a dû engager un certain nombre de frais pour la création de la société, l'installation, etc., etc. Donc la plupart des premiers exercices sont déficitaires. Si j'ai un capital de 1 euro, ça veut dire qu'il suffit que la première année, donc mon premier exercice social soit déficitaire de 50 centimes, je vais être en perte de la moitié. Et je vais devoir faire une publicité dans un journal d'annonce légale et je vais faire une publicité au RCS qui va mettre la mention sur son extrait cabis. Donc, d'une part, ces formalités coûtent de l'argent, alors qu'on est dans une situation peut-être déjà un petit peu financièrement difficile. Et en plus, il y a un problème aussi d'impact et d'image à l'égard d'un tiers. On apparaît officiellement sur son cabis comme ayant fait des pertes qui ont mangé la moitié de son capital social. Voilà. Donc ça, c'est aussi un argument supplémentaire pour ne pas partir avec un capital trop ridiculement bas. Alors, au niveau du nom, la société va avoir ce qu'on appelle une dénomination sociale. C'est comme le nom et prénom d'une personne physique. Hein, elle va être connue officiellement par cette dénomination sociale. Elle peut, comme l'entreprise individuelle, avoir en plus un nom commercial ou une enseigne. Alors, j'attire l'attention sur le fait que on peut en principe prendre ce qu'on veut comme dénomination sociale, y compris comme enseigne, mais il faut quand même vérifier auprès de l'INPI, qui est donc l'Institut national de la propriété industrielle, que les signes, les noms qu'on veut utiliser ne sont pas déjà utilisés par des tiers, et notamment s'il y a eu déjà un enregistrement de marque, ou bien même si une dénomination est déjà suffisamment connue avec un risque de confusion. Donc attention, donc mon conseil aussi, lorsque l'on part sur le choix, la création d'une société avec le choix d'une dénomination sociale et d'une enseigne, d'aller vérifier que c'est quelque chose qui est disponible en faisant une petite démarche auprès de l'INPI. Pour ce qui est de la responsabilité, je vous ai parlé de la responsabilité de l'entrepreneur individuel. Maintenant, le chef d'entreprise, dirigeant de société, comment est-il responsable? Eh bien, il n'est pas responsable des dettes de la société, c'est le principe. Même pour la SAS, alors la SARL c'est une évidence puisque société à responsabilité limitée. La SAS ne s'appelle pas société à responsabilité limitée, mais il n'en demeure pas moins que ses dirigeants et ses associés ont également une responsabilité limitée. Limitée à quoi? Limitée au montant des apports. Ce qui veut donc dire que si je crée une société avec un capital de 5 000 euros et que la société va mal, et que je suis obligée de déposer le bilan de ma société, eh ben, j'aurais perdu mes apports, j'aurais perdu mes 5 000 euros. Mais on ne pourra pas me réclamer sur mon patrimoine personnel les dettes de la société. Donc, c'est ça la notion de responsabilité limitée dans les sociétés. Donc, ça, c'est le principe, mais il y a deux nuances à apporter à cette responsabilité limitée. La première nuance, c'est que certains co-contractants, certains partenaires de l'entreprise vont vous demander de renoncer à cette responsabilité limitée. C'est l'exemple et de vous porter garant des dettes de la société. C'est l'hypothèse du chef d'entreprise qui va donner sa caution personnelle pour garantir les dettes de la société. Ce qui veut donc dire que si la société ne paye pas, eh bien le créancier bénéficiaire de cette caution pourra demander au chef d'entreprise de payer. Voilà. Donc, c'est classique dans les relations avec le banquier,
Quand il y a un emprunt, le banquier va souvent demander une caution du chef d'entreprise. Si la banque, elle emprunte, elle consent un prêt de 20 000 euros à une société qui a un capital de 5 000 euros, elle va se dire, bon, je vais demander une garantie personnelle du chef d'entreprise. Autres partenaires qui parfois demandent une caution personnelle, mais c'est beaucoup plus rare. Parfois, dans certains baux commerciaux, le bailleur demande au chef d'entreprise de se porter caution personnelle de la bonne exécution, notamment du bon paiement des loyers dus par la société. Donc, première nuance à cette responsabilité limitée, c'est l'hypothèse de garantie, notamment d'engagement de caution solidaire, qu'un co-contractant pourrait demander au chef d'entreprise et qui n'aurait pas forcément le choix de le refuser. Et la deuxième limite, c'est la faute de gestion. Donc là, on est dans l'hypothèse dans laquelle une société a des difficultés, dépose le bilan et où on peut prouver que le chef d'entreprise a commis une faute de gestion. Et dans cette hypothèse-là, s'il y a faute de gestion, eh bien, le chef d'entreprise pourra être tenu, si la décision dans ce sens-là est rendue par le tribunal, pourra être tenu des dettes de la société. Mais pour cela, il faut prouver une faute de gestion. Ce qui est important de savoir, c'est que le fait de déposer le bilan en soi n'est pas une faute de gestion. Il faut prouver une faute de gestion, c'est-à-dire des comportements anormaux de la part d'un chef d'entreprise. Parmi les fautes de gestion qui sont retenues et qui peuvent entraîner donc une responsabilité sur les biens personnels du chef d'entreprise, il y a le fait de ne pas faire les déclarations fiscales et sociales, le fait de confondre l'argent de la société avec son propre porte-monnaie, le fait de ne pas tenir une comptabilité ou de ne pas tenir une comptabilité régulière, le fait de tarder trop longtemps à déposer le bilan. Voilà. Mais donc, il faut prouver la faute. Et s'il y a une faute, là, il peut y avoir donc effectivement une responsabilité du chef d'entreprise en cas de faute de gestion. Sur le plan fiscal, la règle, le droit commun, c'est que les bénéfices de la société vont être soumis à l'impôt sur les sociétés. Et pour ce qui est du régime social du chef d'entreprise, eh bien là, comme je vais vous l'indiquer, ça va dépendre selon le statut du chef d'entreprise, ça va varier selon les formes de société et la détention que le chef d'entreprise détient dans le capital social. Alors, dans les questions à se poser pour choisir la forme adoptée, les questions importantes à se poser, c'est la question du régime fiscal ou social. Je vais les détailler un petit peu après. Et pour ça, les questions à se poser sur le point de vue fiscal, c'est quelles sont mes fonctions au sein d'entreprise? Est-ce que je vais être simplement associé? Est-ce que je vais être dirigeant? Comment va être fixée ma rémunération? Est-ce que je vais avoir une rémunération à part ou bien est-ce que ça va être finalement le bénéfice de mon entreprise? Quel va être mon chiffre d'affaires prévisionnel? Puisque, comme je vous l'ai indiqué, si on a un petit montant de chiffre d'affaires, eh bien, on peut partir sur du régime, du micro-entreprise. Pareil pour le régime social. Les questions à répondre sont les suivantes. Aujourd'hui, quel est mon statut? Par exemple, si je suis déjà un régime salarié, est-ce que je veux absolument garder ce régime salarié? Quel est mon âge? Quel est mon état de santé? Combien ai-je de personnes à charge? Par exemple, j'ai un conjoint qui est ayant droit, l'incidence que ça peut avoir. Et quelles seront mes fonctions et ma participation dans la gestion de la société. Alors, pour ce qui est du régime fiscal, en fait, il y a deux régimes fiscaux différents. C'est les entreprises qui sont à l'impôt sur le revenu et les entreprises qui sont à l'impôt sur les sociétés. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux régimes? L'impôt sur le revenu, ça veut dire que l'entreprise n'est pas imposée directement sur ses bénéfices. C'est le chef d'entreprise, lui, qui est imposé au niveau de son bénéfice. La société, si c'est une société, elle est transparente fiscalement, elle ne déclare pas de revenus. C'est le chef d'entreprise qui va déclarer un bénéfice. Ce bénéfice va être soumis à l'impôt sur le revenu avec les autres revenus du chef d'entreprise. Quand il fait sa déclaration 2042, il va déclarer son activité liée à son entreprise individuelle, voire à l'activité d'une société dans les cas particuliers que je vous exposerai après, peut-être le revenu de son conjoint, peut-être un petit peu de revenus fonciers ou de revenus de capitaux mobiliers. Et donc après, on va avoir un revenu total qui va être soumis à l'impôt sur le revenu en fonction du barème progressif. Et donc ça, c'est l'impôt sur le revenu. Ensuite, l'impôt sur les sociétés. Donc là, la société, elle, va être imposée directement sur ses bénéfices
Le taux d'imposition normal est un taux de 25%. Et avec un taux réduit pour sur les petites entreprises qui font un petit bénéfice, c'est-à-dire jusqu'à 42 500 premiers euros de bénéfice, sous réserve d'un certain nombre de conditions que je ne vais pas détailler, eh bien, le taux de 25 est réduit à 15%. Donc ça, c'est l'impôt sur les sociétés. La société va déclarer ses bénéfices et les dirigeants, eux, vont être imposables à l'impôt sur le revenu uniquement sur la rémunération qu'ils perçoivent, par exemple au titre de leur mandat de gérant ou de président, et éventuellement au titre des dividendes. Ce tableau, ce slide-là qui a été préparé, en fait, a pour objectif de vous permettre une comparaison des différentes caractéristiques pour chaque forme juridique, société, entreprise, individuelle. Il y a trois caractéristiques qu'on va détailler un petit peu plus, c'est la responsabilité, le régime fiscal et le régime social. Et ce tableau est un peu plus précis, un peu plus général, puisqu'il parle d'autres caractéristiques. Parmi les autres caractéristiques, bon, le dirigeant, bon, dans les entreprises individuelles, c'est un entrepreneur individuel. Dans une SARL, c'est un gérant. Dans une SAS, SASU, c'est un PDG. Pour ce qui est du capital social dans les entreprises individuelles, ben, il n'y a pas de capital prévu. Hein, et dans les formes de société, plus de capital minimum imposé. Donc, on peut faire une société avec un capital à partir de 1 euro. Pour ce qui est de la responsabilité du dirigeant, ben là, c'est un des points qu'on va évoquer plus en détail. Pour ce qui est du nombre d'associés, alors dans une entreprise individuelle, il n'y a pas d'associés, hein, et dans les SARL et dans les SAS, le nombre d'associés et le régime est le même. À partir de 2, quand on est dans une société pluripersonnelle, donc avec plusieurs associés, mais ces deux formes de société sont aussi éligibles à la société unipersonnelle. On est en EURL ou en SASU avec un associé unique. Alors, je reviens maintenant sur les trois caractéristiques qui sont souvent les principales caractéristiques auxquelles on pense et auxquelles on réfléchit lorsqu'il s'agit de faire son choix. Donc, tout d'abord, avant les caractéristiques essentielles, je vais quand même vous exposer les obligations administratives et comptables des différentes formes. Alors, pour les entreprises individuelles et les sociétés, au niveau des obligations comptables, on a dans les deux cas, que ce soit entreprise individuelle ou société, l'obligation d'avoir une comptabilité commerciale avec donc l'établissement de comptes annuels, mais possibilité quand même d'avoir une comptabilité simplifiée pour les petites entreprises. La différence entre SARL, SAS d'un côté et les entreprises individuelles, c'est que le régime de la micro-entreprise est possible dans les entreprises individuelles. Alors, je ne m'étends pas sur le micro-entreprise, je vous ai simplement donné les plafonds à ne pas dépasser. Je ne vous explique pas exactement en quoi consiste ce régime parce qu'il y a, si ma mémoire est bonne, un autre webinaire qui sera consacré au sujet. Pour ce qui est de l'adhésion à un centre de gestion agréé ou une association de gestion agréée, alors pendant longtemps, bon, le slide ne me semble plus complètement à jour. Pendant longtemps, le fait de ne pas adhérer, on n'était pas obligé d'adhérer à un centre de gestion agréé. Et si on n'adhérait pas, il y avait une sorte de pénalité fiscale, c'est-à-dire si je faisais 100 de bénéfices, je déclarais 125. Donc, il y avait une majoration de 25 des bénéfices imposables pour inciter les gens à opter et adhérer à un centre de gestion agréé. C'était la contrepartie que, dans ce cas-là, on doit tout déclarer, alors qu'un chef d'entreprise qui n'est pas avec ce contrôle d'un centre de gestion agréé, parfois peut être incité à ne pas tout déclarer. Donc là, on déclarait tout. Donc, la contrepartie, c'est qu'on n'avait pas cette pénalité. Aujourd'hui, la majoration de 25% depuis 2023 a disparu, mais il y a quand même des avantages fiscaux liés à l'adhésion à un centre de gestion agréé, avec notamment une réduction d'impôts. Alors, quand on est dans une société, eh bien, on doit bien sûr faire des comptes annuels, comme dans une entreprise individuelle, mais à la différence d'une entreprise individuelle, il ne faut pas simplement faire les comptes annuels, il faut les faire approuver par les associés.
Et ensuite, il faut aussi même les déposer au niveau du tribunal. C'est obligatoire de les déposer. Dans certains cas, on peut les assortir d'une déclaration de confidentialité, c'est-à-dire on les dépose au registre du commerce et des sociétés, mais les tiers n'y ont pas accès. Et les conditions à remplir, c'est de ne pas avoir enfin, de ne pas dépasser certains montants de chiffre d'affaires. Donc, bien évidemment, ces obligations de faire approuver les comptes et de les déposer ne s'appliquent pas en entreprise individuelle, pas plus que l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Ce qui est le cas encore dans certaines sociétés, mais je dirais de moins en moins, puisque la tendance de la législation au jour d'aujourd'hui est de réduire de plus en plus les sociétés qui ont l'obligation légale d'avoir un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes est quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'expert comptable, qui est chargé de contrôler le travail qui a été fait au niveau de la tenue de la comptabilité. Et aujourd'hui, les sociétés qui sont, pour simplifier, les sociétés qui sont tenues à avoir un commissaire aux comptes sont vraiment les grosses sociétés. Elles doivent dépasser 2 seuils sur 3, soit 5 millions de bilan, soit un chiffre d'affaires hors taxe de 10 millions d'euros ou 50% de salariés. Donc, vous voyez, c'est quand même vraiment les grosses sociétés. J'en viens donc sur les 3 caractéristiques essentielles qui sont censées déterminer le choix entre les différentes formes juridiques. Donc, c'était la question de la responsabilité, la question du régime social et la question du régime fiscal. Alors, pour ce qui est de la responsabilité, donc c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué un petit peu au-dessus. Finalement, depuis 2022, le régime de limitation de la responsabilité s'est un petit peu rapproché et sont désormais assez similaires. Dans une entreprise individuelle, il y a donc depuis 2022 une séparation automatique entre le patrimoine personnel et le patrimoine privé. C'est de plein droit. Il n'a pas de formalité à faire. Pendant un temps, il fallait qu'on déclare, ou quand on était dans une entreprise individuelle à responsabilité limitée, régime qui n'existe plus depuis 2022, on faisait une liste de biens qu'on affectait à l'activité de l'entreprise. Par opposition, les autres étaient des biens du patrimoine personnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de déclaration à faire. C'est automatique. C'est le critère. Alors, qu'est-ce qui détermine le patrimoine privé ou le patrimoine personnel? Eh bien, c'est le critère de l'utilité à l'activité professionnelle. Voilà. Et en fait, il y a 5 grandes familles. Alors, le fonds de commerce ou le fonds artisanal, bon, ben là, c'est forcément affecté à l'activité professionnelle. C'est forcément utile à l'activité professionnelle. Donc, ça fait partie du patrimoine professionnel. Pour ce qui est matériel, ben, en règle générale aussi, hein, c'est plutôt affecté à l'activité. Pour ce qui est des immeubles, eh bien, si c'est un immeuble qui est affecté utile à l'activité, on a le siège de son entreprise, c'est là où les salariés arrivent le matin avant de partir sur des chantiers, etc. Eh bien, c'est du patrimoine professionnel. Si c'est la maison d'habitation du chef d'entreprise ou bien même une résidence secondaire, eh bien, c'est pas du patrimoine professionnel. Ce qu'on appelle les biens incorporels, 4e famille de biens qui peuvent être affectés à l'activité professionnelle. Ce qu'on appelle les biens incorporels, c'est par exemple les licences, si on a des licences informatiques, de logiciels, de choses comme ça. Ça peut être si on a fait un dépôt de marque, hein, c'est utile à l'activité. Et enfin, il y a l'aspect bancaire, hein, les comptes bancaires. Si c'est un compte bancaire qui sert pour payer les fournisseurs, payer les salariés, c'est un compte professionnel et donc ça fait partie du patrimoine professionnel. Donc, aujourd'hui, depuis 2022, les choses sont claires. On partage bien ce qui est patrimoine professionnel et ce qui est patrimoine personnel dans l'entreprise individuelle. C'est la règle, mais là encore, il y a des nuances. Parfois, les créanciers peuvent inciter fortement les chefs d'entreprise à renoncer à cette séparation, c'est-à-dire le chef d'entreprise, il a un droit qui est la séparation entre les 2 patrimoines, mais il peut renoncer. Et un banquier, par exemple, peut très bien dire je ne prête que si vous renoncez à cette séparation. Si on renonce, ça veut dire que le patrimoine personnel peut servir à payer ce créancier qui a obtenu cette renonciation. C'est très encadré, il y a un formalisme assez lourd à respecter parce qu'on va à l'encontre de la règle de principe. Mais c'est quelque chose qui existe. Ça peut être aussi le créancier qui va demander au chef d'entreprise individuel d'accepter d'inscrire une hypothèque. On sait que la maison
d'habitation, le domicile familial fait partie du patrimoine privé. Mais si le banquier dit ben, je vous prête, mais à condition que vous acceptiez d'inscrire une hypothèque sur la maison, eh bien, une garantie a été donnée, a été accordée. Et donc, ben, on a le principe des deux patrimoines bien séparés, mais parfois qui est nuancé, qui est contré, notamment si on accorde des garanties contractuelles à la demande, notamment du partenaire bancaire. Du côté de la société, ben, c'est un peu la même règle, je vous l'ai expliqué, responsabilité limitée aux apports, mais là encore avec des nuances, c'est-à-dire, pareil, le chef d'entreprise peut accepter, le dirigeant d'entreprise peut accepter de se porter caution de la société, ou bien s'il y a une faute grave qui a été commise dans le cadre qui va être à ce moment-là mise en avant par le liquidateur en cas de faillite de la société. Donc ça, c'était la responsabilité vis-à-vis des dettes de l'entreprise. Il y a deux autres types de responsabilités que le chef d'entreprise peut avoir, qui est une responsabilité civile et pénale. Responsabilité civile, je suis chef d'entreprise, je suis responsable d'un préjudice à un tiers, eh ben, je suis responsable. Pareil pour la responsabilité pénale. Quand il y a une infraction pénale qui est commise dans l'exercice d'une activité professionnelle, c'est le chef d'entreprise qui est concerné, y compris lorsque l'on est en société. La société, dans la plupart des infractions, on peut aussi être responsable depuis un certain nombre d'années. Voilà. Petite précision sur la responsabilité civile du chef d'entreprise de société, dirigeant de société. Le principe, c'est qu'on n'est pas responsable de préjudices que l'on cause, que la société cause. C'est-à-dire, par exemple, je suis dirigeant d'une entreprise de bâtiment, le chantier que je fais, il y a des malfaçons, en tant que dirigeant, chef de société, dirigeant de société, je ne suis pas responsable, moi, sur mon patrimoine, des malfaçons causées dans l'exercice de l'activité de la société. Le seul cas de responsabilité civile du dirigeant de société suppose de prouver une faute séparable des fonctions de direction et imputable personnellement au chef d'entreprise. Ce sont des fautes en fait intentionnelles et d'une particulière gravité. C'est pas la norme, c'est pas très courant. Sur le régime fiscal, qui est donc le deuxième et les caractéristiques principales auxquelles on réfléchit quand on fait notre choix, eh bien, je vous ai indiqué qu'il y a deux régimes différents, impôt sur le revenu IR ou impôt sur les sociétés IS. Quand on est en entreprise individuelle, le régime de droit commun, c'est l'IR avec option possible à l'IS. Idem, quand on est en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est l'inverse quand on est en SARL. Là, le régime de droit commun, c'est l'IS, avec option possible pour l'IR, soit pendant 5 ans, soit sans limitation de temps dans les SARL de famille. Donc, la SARL de famille, c'est une SARL qui est constituée entre membres proches, avec un degré de parenté maximum respecté, donc membres proches de la même famille. Et SAS et SASU, eh bien, c'est le même régime pratiquement que pour les SARL, sauf que la SAS de famille n'existe pas, c'est-à-dire régime droit commun IS et option possible pour le régime de l'impôt sur le revenu pendant 5 ans. Dernier critère essentiel quand on réfléchit, c'est donc le régime social. C'est-à-dire, je suis dirigeant de société, que ce soit entreprise individuelle ou dirigeant ou gérant de société, je vais avoir un revenu. Quelle cotisation je vais payer sur ce revenu professionnel lié à mon activité d'entrepreneur individuel ou dirigeant de société. Alors, dans ce régime social, il y a des situations qui sont simples et d'autres qui sont plus compliquées. Je vais commencer par les situations qui sont simples. Quand on est entrepreneur individuel, eh bien, on dépend du régime de la sécurité sociale, des TNS, travailleurs non salariés. Donc, on est imposé le même régime que les commerçants et les artisans. On paye des cotisations sociales sur le bénéfice réalisé par l'entreprise. Autre régime qui est simple et qui est clair, c'est les dirigeants de SAS, SASU ou de SA, c'est-à-dire de sociétés anonymes. Dans ce cas-là, on relève du régime de la sécurité sociale. On relève du régime donc des salariés
Même si on détient même 100% du capital de la SASU, voilà, on relève du régime des salariés. Alors, soit le régime de droit local si le siège est dans les ressorts d'Alsace-Moselle, soit dans le régime général si on est dans ce qu'on appelle la France de l'intérieur. Et l'assiette des cotisations, c'est la rémunération nette, c'est-à-dire la rémunération que je vais percevoir en tant que dirigeant. Donc ça, c'est des situations qui sont simples. La situation du gérant de SARL est un petit peu plus compliquée puisqu'on va distinguer selon qu'il est majoritaire ou égalitaire ou minoritaire. Alors, comment on calcule? Alors, majoritaire, c'est 50% plus que 50%, égalitaire, c'est 50%, minoritaire, c'est moins de 50%. Donc, d'un côté, il y a les majoritaires et d'autre côté, égalitaires et minoritaires sont dans le même lot. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on calcule? Eh bien, on tient compte, bien évidemment, de la détention du chef d'entreprise. Si le chef, il a 52%, il est forcément majoritaire. On tient compte également de la participation familiale, c'est-à-dire on va rajouter à la participation du chef d'entreprise celle de son conjoint et celle de ses enfants mineurs non émancipés. Et de même, lorsqu'il y a un collège de gérance, on va cumuler, c'est-à-dire s'il y a deux co-gérants qui sont à 45 chacun, eh ben on est à 90, on a des gérants majoritaires. Alors quand on est gérant majoritaire, eh bien on dépend du régime social des TNS, et l'assiette des cotisations va varier selon que la société est soumise à l'IS, à ce moment-là c'est la rémunération nette, ou est soumise à l'IR, à ce moment-là c'est le bénéfice imposable. Si on est gérant minoritaire, eh bien on est dans le régime des travailleurs salariés, avec donc là encore une assiette qui va dépendre selon le régime fiscal de la société. J'en ai pratiquement terminé. Je voudrais faire encore 2-3 points d'attention particulière sur le régime social. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on parle du régime, un dirigeant qui relève du régime salarié, c'est le régime salarié pour les cotisations de sécurité sociale. Ça ne veut pas dire pour autant que cela rend éligible le chef d'entreprise à l'assurance chômage. Pourquoi? Pour bénéficier de l'assurance chômage, il faut y avoir remplir des conditions, et une condition essentielle, c'est un lien de subordination. Or, quand on est chef d'entreprise, dirigeant de société, on estime qu'il n'y a pas de lien de subordination, on est des deux côtés, et donc on ne peut pas bénéficier, même si on est dans les cas des dirigeants de société qui relèvent du régime de sécurité sociale des salariés, on ne bénéficie pas du régime de l'assurance chômage. Donc, si on n'en bénéficie pas, on ne paye pas les cotisations sociales. Voilà. Donc ça c'est important à savoir parce que parfois on va payer les cotisations sociales et puis on va se rendre compte qu'on n'y a pas droit et on peut pas refaire machine arrière 10 ans en arrière pour demander le remboursement. Hein. Donc il faut, si on n'y a pas droit, on paye pas. Et il existe par contre des possibilités de cotiser volontairement. Il existe, je crois, 2 régimes où on peut cotiser volontairement un régime d'assurance chômage pour les dirigeants de société. Il n'y a pas de régime de protection sociale obligatoire pour une certaine catégorie d'associés ou dirigeants. Un associé qui est sans activité professionnelle dans l'entreprise, c'est-à-dire il n'est pas gérant, il n'est pas non plus salarié, il n'a pas de régime social attaché à sa qualité d'associé. Les gérants minoritaires égalitaires de SARL et les dirigeants de SAS qui ne sont pas rémunérés, c'est-à-dire ils sont gérants ou dirigeants, mais ils n'ont pas de rémunération, eh bien, il n'y a pas de régime de protection sociale attaché à cette qualité de gérant non rémunéré. Attention à 2 points particuliers quand on relève du régime des TNS. Premier point particulier, les cotisations de TNS sont calculées sur le bénéfice de l'année passée. Donc, ce qui veut donc dire que la première année, il y a une cotisation provisionnelle avec une estimation qui est calculée. Attention au retour de bâton, une fois que le bénéfice a été véritablement calculé. L'année d'après, donc, il va y avoir une régularisation. On avait calculé vos cotisations sur une estimation de 100, vous avez fait 300, vous nous devez la différence. Donc, il faut penser à cette possibilité-là. Et donc, ça veut dire quoi? Même la première année, provisionner plus que ce que l'on paye effectivement aux caisses. La dernière remarque, le dernier point d'intention concernant les TNS, c'est que là, je vous ai parlé de cotisation sur les rémunérations ou sur le bénéfice, rémunération du dirigeant ou le bénéfice de l'entreprise. Il y a certaines formes de revenus qui sont soumises aussi à cotisation TNS, ce sont les dividendes qu'on perçoit
quand c'est versé par une SARL. Raison pour laquelle les SARL ont perdu énormément d'intérêt et qu'aujourd'hui, pratiquement aux 2/3 entre les formes les plus utilisées de SARL et SAS, aujourd'hui ce sont des SAS qui sont constituées, puisque dans une SAS, les cotisations sont calculées que sur les revenus du chef d'entreprise, alors que dans la SARL, c'est les revenus plus les dividendes. Voilà, j'en ai terminé. Si je récapitule, il n'y a donc pas de statut idéal. Il faut penser à un statut adapté à son projet et son profil. Donc, ça veut dire prendre le temps de la réflexion. Ça veut dire quoi aussi, et je terminerai là-dessus, qu'il faut non seulement y réfléchir et prendre le temps de la réflexion, mais certainement se faire conseiller. Et voilà, j'en ai terminé. Je n'ai pas vu de questions particulières à part l'assiette des cotisations. Je l'ai expliqué finalement après la question soit posée. Je n'ai pas matériellement le temps de toute manière de répondre je n'aurai pas eu le temps de répondre à des questions. S'il y a des questions supplémentaires, qui vous apparaissent, il y a des permanences qui sont organisées par les avocats pendant le salon. Vous pouvez, je pense, trouver la programmation sur le site de la Chambre des métiers. Voilà, j'en ai terminé. Je vous dis au revoir.